Le syndrome de l'ivresse mentale. Le terme ivresse mentale désigne l'état d'esprit d'un alcoolique qui ne se sent pas bien dans sa peau quand il n'a pas un verre à la main. Le syndrome de l'ivresse mentale, c'est l'ensemble des symptômes anormalités qui se manifestent régulièrement chez l'individu affecté. Puisqu'on reconnaît toujours chez l'alcoolique actif cet état normal, la persistance de ses traits de caractère après qu'il a cessé de boire semble également anormale. Dans le terme ivresse mentale, on fait allusion à l'absence des changements favorables dans les attitudes et le comportement de l'alcoolique qui a cessé de boire. Donc, cette absence totale ou partielle de changement indique clairement que cet individu, homme ou femme, abstinent est miné par quelque chose. Le syndrome ensemble des symptômes caractéristiques d'une maladie de l'ivresse mentale peut se produire chez n'importe quel alcoolique. Il y a très peu de doute quant à la cause de ce malaise. Pour l'alcoolique, l'expression ivresse mentale comporte deux mots-clés. D'abord, ivresse, qui est une condition pathologique résultant ordinairement de l'abus d'alcool. Cependant, dans le cas d'un alcoolique abstinent, l'ivresse n'étant pas reliée à la consommation de boissons, on doit chercher ailleurs. L'origine de cette attitude anormale qui empêche l'individu de se sentir bien dans sa peau. Très évident. La grandiosité, qui est la surestimation du moi, se rencontre très fréquemment dans l'ivresse mentale, et elle est souvent accompagnée de la folie des grandeurs. L'individu qui souffre d'ivresse mentale exagère souvent sa propre importance aux dépens des autres. Soit il exagère son habileté personnelle, son intelligence et son bon jugement, ou il vit au-delà de ses moyens. Dans tous les cas, sa conduite est remarquablement irréelle et suivant les circonstances, elle varie du ridicule à la cruauté. En référant tout ce qui l'entoure à son moi, l'alcoolique semble ignorant des besoins et des sentiments des autres. Son jugement sévère va de pair avec son comportement grandiose. Il a la manie de juger les autres en termes de bonté et de méchanceté. Et son évaluation est remarquablement inadéquate. Parce qu'il se juge lui-même très sévèrement, il est assez facile de détecter chez lui un profond sentiment de culpabilité. Mais il peut déguisement superficiellement ce sentiment en soumettant sa famille, sa parenté et ses amis, ainsi que ses compagnons ou son patron, au même système rigide d'évaluation qu'il s'applique à lui-même. Ceux-ci ont bien raison de penser qu'il n'est pas qualifié pour les juger. Ce fait par lui-même confirme à la base son attitude est faussée, même si ses jugements reflètent d'un certain degré de vérité. Il réagit avec une impatience nerveuse, tendue envers les autres ou envers la vie elle-même. Cette réaction faussée provient de son désir de la satisfaction immédiate de ses exigences. Typiquement, l'alcoolique recherche la récompense immédiate et ses efforts aussi bien que le soulagement immédiat de sa tension et de sa fatigue. Quand la satisfaction recherchée ne se produit pas assez vite, il réagit en devenant indigné ou déprimé. Ces attitudes d'immaturité et un comportement d'enfant font aussi partie du comportement de l'alcoolique, grandiose, impatient et critique des autres. C'est un enfant à plusieurs points de vue. Il est facilement ennuyé, distrait ou désorganisé. Il compromet constamment ses chances futures de succès. Par ces changements de son sentiment d'un instant à l'autre, à n'importe quel moment, il peut ramasser ses bébelles et aller jouer ailleurs. Dans ce sens, fuir. Souvent, il est incapable d'apprécier les aspects de la vie dont les gens matures, jouissant tels que la lecture, la conversation ou le cinéma. Son enthousiasme souvent juvénile est de courte durée. Il semble constamment insatisfait de sa vie. Un comportement irréel n'est pas un sort uniquement de l'alcoolique. Un homme d'affaires pris dans un embouteillage appuie rageusement sur un klaxon dans une crise d'irritation, ou encore une ménagère qui a été malheureusement tous les lundis depuis 30 ans, a été malheureuse parce qu'elle doit faire la lessive familiale, blâme les membres de sa famille de salir leurs vêtements. Elle semble mal ajustée à son rôle domestique. Ces deux exemples vous font voir une conduite qui n'est réaliste ni appropriée à la situation.
Les attitudes et la conduite d'autodestructive de l'alcoolique en état d'ivresse mentale sont différentes de leur intensité, mais pas dans leur nature. Durant ces années d'alcoolisme actif, l'alcoolique qui a appris à dépendre d'une approche radicalement immature et profondément inadéquate pour résoudre ses problèmes de la vie. L'analyse du comportement d'un A à l'état d'ivresse mentale. L'alcoolique est manifestement mal dans sa peau, mais il ne le sait pas. Il manque distinctement d'intériorité. Souvent, les malaises de sa vie passée tournoient dans son esprit et le bouleversent profondément. Il n'approuve pas ce que la société qualifie de base, de manque de contrôle, d'égoïsme et de dégueulassité. Mais il ne peut pas ou ne veut pas reconnaître les impulsions qui commandent chez lui une telle conduite. Il lui faut conserver son amour propre plutôt que d'accepter la réalité. Il doit se répéter constamment « ce n'était pas mon cas » ou « ceci ne s'applique pas à moi ». Mais il ne se parvient pas à s'auto-décevoir parce qu'il reconnaît chez lui des sentiments, des impulsions, des désirs et des souvenirs qui sont inacceptables et donc en conflit perpétuel en ce qu'il perçoit vaguement être la vérité au sujet de ses sentiments, ses impulsions, ses désirs et son amour propre qui lui permet d'accepter comme la vie, la vérité. Cette contradiction est insupportable dans son esprit. Conscient, il élimine donc de son conscient et a recours à différentes manœuvres pour l'empêcher de revenir à la lumière à sa lucidité. Quand ces manœuvres parviennent à lui cacher ce qu'il est inacceptable à son amour-propre, il devient conscient qu'il a eu recours à de tels stratagèmes. Il peut nier ouvertement les vérités qui se rapportent à lui-même s'il possède tous les faits. Il parvient à éviter l'estimation exacte de leur signification réelle. Ils ignorent les sombres implications d'une déclaration comme « Oui, je fais du A, mais depuis 3 ans, j'en ai retiré un grand bien, même s'il a fait plusieurs rechutes. » Il est souvent coupable de rationalisation. En dissipant les critiques des autres par des explications farfelues, il essaie de renforcer son amour-propre. Il doit se justifier lui-même à chaque détour, malgré les caprices rebelles de son attitude et sa conduite. Ainsi, il trouve 1001 raisons de négliger son programme, de s'en éloigner, et chacune de ces raisons est plausible, mais tous ces arguments tentent d'ignorer la vérité fondamentale qu'il a besoin d'un programme des 12 étapes, ou d'un autre aide d'une autre source. L'alcoolique qui rationalise au sujet de sa conduite irresponsable est aussi enclin de trouver des failles dans les attitudes et la conduite des autres. Sans nier ses propres défaillances, il s'efforce de les minimiser en cataloguant avec force et détail les transgressions de sa famille, de ses amis, de son employeur, de tous ceux qui représentent l'autorité. Il essaie de se déculpabiliser en abaissant les autres à son propre niveau, mais sa manœuvre est très transparente. Il n'est pas réellement aussi intéressé à la réforme qu'au fait de pouvoir programmer avec un peu de vérité. Regardez, je ne suis pas si différent des autres. La manœuvre de projection ressemble à la rationalisation en surface. Par la projection, l'alcoolique détecte chez les autres ce qui n'est pas acceptable chez lui. Ceci comporte un grand manque d'intériorité, du fait qu'il cherche la libération de ses intolérables sentiments émotifs en les reconnaissant chez les autres. Il peut même interpréter que leur conduite est motivée par des sentiments qu'il reconnaît comme indignes de lui. Il peut accuser d'autres personnes d'être fortement critiqueux, quoique ce soit sa propre attitude vis-à-vis lui-même. Cette manœuvre de projection peut même le porter à accuser les autres de désirer qu'il retourne à la bouteille, ou encore il peut accuser ses amis de boire en cachette. Il peut aussi accuser d'autres de mettre son abstinence en doute. La manœuvre classique de l'ivresse mentale, c'est la surréaction. L'alcoolique affiche des sentiments d'une intensité disproportionnée à ses maladresses insignifiantes ou à des événements bien ordinaires. Souvent, il élabore un ressentiment de haine à l'égard d'un supérieur pour des banalités ou même parfois sans aucune raison apparente. Il lui arrive de réagir avec une violence extraordinaire pour avoir perdu une levée dans une partie de bridge ou avoir manqué un appel téléphonique. En agissant de la sorte,
Selon toute évidence, il se défoule des frustrations, des colères et des ressentiments accumulés par cette crise sur des choses extérieures à lui, objets ou événements. Ceci peut se produire souvent dans une situation qui ressemble à une autre frustration qu'il a déjà éprouvée dans sa vie. Il n'y a pas de doute quant au danger que représente la frustration dominante de l'alcoolique. Certains alcooliques en état d'ivresse mentale semblent connaître de toutes les réponses et ont rarement dépourvu des mots appropriés quand il s'agit de s'auto-diagnostiquer. Leur grand savoir est impressionnant et leur apparenté intérieure, conscience de soi-même par contraste avec l'infériorité authentique, est très convaincante. Ils sont des conformistes. Le premier phénomène de conformisme comporte une contradiction entre les paroles et les actions. L'alcoolique semble accepter la critique et parle longuement de ses défauts personnels, mais il est effectivement incapable de poser les actes qu'il reconnaît comme nécessaires. Son conformisme crée chez les autres l'anticipation de bonnes choses à venir. Ayant articulé ses problèmes et donné l'évidence qu'il sait comment les éliminer, l'alcoolique semble en position d'agir efficacement sur lui-même. Mais ses accomplissements ne sont pas de la taille de ses promesses. Le conformisme provient de la tendance négative qu'a l'alcoolique d'éviter les conforts. Il aime cesser de résister et se laisse glisser dans les pentes de moindres efforts, bien dans ses relations personnelles que dans les amitiés de son travail quand il est obligé de prendre des décisions. C'est un éviteur expérimenté, dans l'art de choisir réflectivement des alternatives les moins inconfortables. Il sait comment les autres le savent, quelle est la ligne de conduite à suivre, mais son comportement est prévisible et il gagne toutes les rondes dans le jeu de l'évitement. Sa participation au sein du mouvement n'est qu'une forme de conformisme pour diminuer son inconfort. Utilisant le vocabulaire particulier des A, il peut élaborer avec aise sur ses défauts de caractère ou la perte de la maîtrise de sa vie, parce qu'il sait très bien que dire le contraire provoquerait le désaccord de ses frères et sœurs A, et que ceci serait une source d'inconfort pour lui. Son conformisme se manifesterait dans les mots qui décrivent la ligne de conduite qu'il devrait suivre pour obtenir le confort qui lui manque. Le fait de parler de ses défauts semble écarter pour le moment le besoin d'agir pour les corriger. Il est vaguement conscient de ce besoin d'agir pour changer son attitude, qu'il sait vaguement être fausse. Mais son stratagème de défense et surtout son conformisme est justement l'instrument tout désigné pour l'empêcher de reconnaître sa situation inacceptable. Les réactions familiales et le besoin d'aide de l'extérieur. L'alcoolique en état d'ivresse mentale est incapable de faire face honnêtement à ses réalités. Et d'autres mots, lui est impossible de se voir lui-même tel que les autres le voient. Même quand sa vie est devenue fort désagréable, il persiste à se considérer bien candidement comme la victime innocente de circonstances injustes hors de sa portée. Plus il est convaincu d'être irréprochable, plus il est entêté et résistant à toute tentative d'aide parce que le premier pas à faire pour réparer sa mauvaise situation est d'en admettre sa propre responsabilité. Pour ceux qui désirent sincèrement lui venir en aide, le problème primordial est de le placer dans des circonstances et il pourra commencer honnêtement à se voir tel qu'il est. Il est pratiquement impossible pour la famille de l'alcoolique de lui procurer des circonstances, parce qu'il est la vedette dans plusieurs conflits familiaux. Les réactions de sa famille quant à son comportement s'étendent de la confusion au ressentiment, du découragement à l'amertume, voire même à la dépression. Quoique possible, il est très difficile pour les membres de sa famille de demeurer bien objectifs dans leur relation avec l'alcoolique. Et c'est précisément de cette objectivité-là qu'il est le plus désespérément besoin. Dans certains cas, il devient nécessaire de contraindre l'alcoolique à demander de l'aide. La famille de l'alcoolique qui s'entête à l'aider par ses propres ressources est vouée à des conséquences désastreuses aussi bien pour l'alcoolique que pour les membres de sa famille. Ils perdent leur spiritualité et se laissent emporter par la colère. L'aide de l'extérieur est l'alternative la plus satisfaisante pour tout le monde concerné. Il y a des centres de référence pour des centres de consultation. Il y a les groupes Al-Anon
et le parrain, le guide ou plutôt le confident AA. De l'individu, le centre des consultations et les centres de référence sont souvent limités aux grandes agglomérations, tandis qu'Al-Anon et AA sont toujours facilement accessibles partout. La fraternité des alcooliques anonymes est la première et la meilleure source d'aide immédiate pour l'alcoolique, tandis que les centres de référence peuvent fournir à la famille l'information et l'aide nécessaire pour parvenir à des décisions qui s'imposent. Quant aux besoins de traitement ou d'acheminement vers les sources de thérapie appropriées aux cas ordinaires, les centres consultatifs sont opérés et bases de cliniques externes qui disposent d'une personne qualifiée, entraînée spécifiquement dans des problèmes d'alcool. Et ces centres sont équipés pour aider l'alcoolique à surmonter les difficultés de sa situation particulière. Les groupes familiaux Al-Anon fournissent à la famille de l'alcoolique le support nécessaire pour transiger efficacement avec l'alcoolique d'une façon constructive. Ces groupes s'avèrent une valeur inestimable quand l'alcoolique s'obstine à refuser l'aide de l'extérieur. Les membres de ces groupes, souvent très familiers avec le syndrome de l'ivresse mentale, sont en mesure de fournir à la famille une foule d'informations pratiques. En certains cas, le parrain ou le confident peut aussi être une source inestimable d'aide pour l'alcoolique. Habituellement, il connaît les besoins de la famille aussi bien que ceux de l'alcoolique. Il est donc en très bonne position pour fournir une assistance soutenue. Lorsque les décisions doivent être prises, quand les circonstances le permettent, ils doivent être prises quand les circonstances le permettent. Il peut le plus efficacement persuader l'alcoolique de se donner une chance en demandant lui-même l'aide requise. Les mesures correctives. Lorsque l'alcoolique est victime d'ivresse mentale, il mène une vie appauvrie. L'expérience de son passé et l'attention du présent l'empêchent de goûter à la plénitude de la vie, que d'autres savourent quotidiennement. Il ressent de sévères limitations quant à son habileté de croître, de mûrir et de bénéficier des possibilités que la vie offre. Quoiqu'il peut être impulsif, il est dépourvu de cette fraîcheur et de cette spontanéité que les alcooliques authentiquement sobres manifestent. Sa vie n'est qu'un circuit fermé et ses attitudes stéréotypées, aussi bien que son comportement répétitif, le rendent nettement prévisible. De plusieurs alternatives, il lui manque la capacité de choisir la ligne d'action, la meilleure pour lui. Ses options peu nombreuses sont stériles et il ne surprendra jamais personne en se surpassant lui-même. L'évidence même indique clairement son grand besoin d'apprendre à ce qu'est l'humilité. Pour pouvoir réaliser qu'il existe réellement une puissance supérieure à lui-même, avant qu'il puisse rêver à l'authenticité sobriété. Une forte dose d'autodiscipline doit accompagner ce processus de déflation du moi. Au début, l'autodiscipline au niveau de l'honnêteté, de la patience et de la responsabilité sera une source de frustration pour la bonne raison, qu'il devra lutter pour se conformer à une méthode de vie. Quoiqu'il juge arbitraire et pénible, mais à force d'efforts soutenus, d'autodiscipline comportant l'acceptation des inconforts de courte durée et même de la douleur, il vaincra et parviendra à son but ultime, l'authentique sobriété heureuse permanente. Un fait digne de mention. C'est inhabituellement l'alcoolique qui a connu le stress imposé par l'ivresse mentale cherche instinctivement une plus grande participation au mouvement AA. Sa famille ou ses amis peuvent s'opposer à cette idée, affirmant qu'il consacre déjà un temps suffisant à AA. Il faut les prévenir qu'il doit au meilleur de son habileté, affirmé par sa participation associée au AA. On doit lui conseiller qu'il est très encouragé de considérer sérieusement et longtemps les 12 étapes sont encore valides pour lui, dans tout moment. Il est souhaitable qu'il commence à réaliser la folie ironique de l'alcoolique, qui croit soudainement avoir retrouvé la maîtrise de vie, qu'il est convaincu d'être sain d'esprit et qu'il ne voit pas l'utilité de confier sa vie à une puissance supérieure à lui-même. Qui croit que l'inventaire personnel n'est pas nécessaire, puisqu'il est rarement en défaut,
et qu'il ne perçoit pas le besoin embarrassant de réparer les torts qu'il a faits, les fameux amendes honorables. Quand il sera pleinement réveillé à la constatation de cette ironie, que cette vie lui est impuissant, sans la maîtrise de sa vie, qui a fait cette remarquable guérison, la réalisation de sa foi ironique, il sera sans doute assez mortifié pour vouloir changer. N'oublions jamais que c'est par la grâce que nous devenons sobres, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu tel que nous le concevions. Dieu est cette puissance supérieure extérieure à l'individu et qui, sur demande claire et précise, permet à tout être humain, bien décidé, quoique trop faible par lui-même, de surmonter tous les maux qui peuvent agir et surgir dans l'univers comme conséquence de ses propres erreurs ou de celles que d'autres humains ont volontairement choisi de commettre. Seul l'individu a le privilège à chaque instant de choisir et de décider pour lui-même la voie qu'il veut prendre avec les conséquences, bonnes ou mauvaises, de ce choix. Voilà. Le bonheur dépend davantage des dispositions intérieures que des circonstances extérieures. Il découle d'une attitude qui remplit la vie de signification.